C'était son moment. Le moment qu'elle attendait depuis des années, qu'elle s'était figuré 1000 fois dans ses nuits agitées, dans ses douches silencieuses, dans ses trajets en métro où elle répétait des discours imaginaires face à des foules en délire. Clara, 37 ans, journaliste, écrivaine, chroniqueuse, féministe engagée autoproclamée, enfant chérie des plateaux télé de centre-gauche, était finaliste du prix Montaigne, un des prix les plus convoités dans les sphères intellectuelles françaises. Son essai sur la nouvelle liberté féminine avait reçu des éloges dithyrambiques, des critiques dans Le Monde, des invitations sur France Inter, des citations sur les réseaux sociaux par des politiques. Tout semblait écrit d'avance. Ce prix, c'était son couronnement. Elle portait une robe noire ajustée, de ceux qu'on choisit pour dominer sans en avoir l'air, les cheveux relevés en un chignon parfait, un rouge à lèvres profond sur sa bouche froide. Elle avait cette allure de femme à qui tout réussit, cette assurance forgée par des années d'entre-soi militants et de regards flatteurs. Ce soir-là, elle souriait, mais son sourire était tendu. Derrière les projecteurs, elle savait qu'elle allait gagner. Elle le sentait. Et pourtant, elle avait cette impatience fébrile, ce besoin d'être vue, reconnue, validée. Alors, quand la cérémonie débuta et que les finalistes furent appelés à monter un par un sur scène pour une brève présentation avant la délibération finale, elle se redressa, traversa la salle d'un pas ferme, talons claquants, comme une conquérante. Une main tendue se présenta à elle. Une femme. Silhouette élancée. Robe sobre. Un voile beige parfaitement assorti à son tailleur. Un sourire doux. Une main ouverte. Clara marqua une pause. Elle regarda la main. Puis le voile. Et elle ne réfléchit même pas. Elle ne répondit pas à la poignée de main. Elle recula d'un demi-pas, détourna les yeux, fit un geste sec de la tête, un signe presque imperceptible qui disait tout. Non. Non à la main. Non au voile. Non à ce que cette femme représentait. C'était instinctif. Un réflexe de principe. Clara croyait à la liberté. Pas au voile. Elle l'avait écrit, dit, répété. Pour elle, serrer cette main, c'était cautionner l'ennemi. C'était perdre sa cohérence. Ce fut un moment très bref. Mais le silence qui suivit dans la salle fut abyssal. Comme une nappe de froid qui s'abat brutalement sur une fête. Le regard de la femme voilée ne changea pas. Elle ne fronça pas les sourcils. Elle ne montra ni colère ni tristesse. Elle retira lentement sa main et fit un léger sourire. Presque, compatissant. Clara, elle, sentit cette chose bizarre dans l'air. Une tension qu'elle ne comprenait pas. Elle monta sur scène, fit son discours, parla de courage, d'émancipation, de combat contre les dogmes. La salle l'écouta, poliment. Elle descendit, croisa d'autres mains tendues, cette fois qu'elle serra avec zèle, comme pour effacer l'autre. Mais c'était trop tard. Un geste avait suffi. Un seul. Ce qu'elle ignorait, c'était que cette femme à cette silhouette qu'elle avait méprisée du regard en était autre que Madame Lila Azaïr, professeure de philosophie, chercheuse respectée, auteure de plusieurs ouvrages traduits dans 5 langues, et présidente du jury Montaigne. Le nom ne figurait pas dans le programme. Volontairement. Une surprise de dernière minute. Pour montrer l'ouverture du jury cette année, sa volonté d'intégrer des voix nouvelles, venues d'autres horizons. Et ce soir, cette voix nouvelle portait un voile. Clara ne savait rien de tout cela. Elle attendait, dans les coulisses, impatiente, persuadée que tout allait se jouer dans quelques secondes. Dans l'auditoire, pourtant, les discussions avaient changé de ton. Ce qu'on avait pris pour une soirée de célébration devenait un moment de gêne collective. Des murmures. Des regards échangés. Des captures d'écran. Une vidéo tournée par un smartphone en la scène de la poignée de main refusée circulait déjà sur X. Les réactions fusaient. Clara Méron refuse de serrer la main d'une femme voilée. Voilà le vrai visage de son féminisme. Lila Azaïr reste digne. La classe incarnée. Voilà pourquoi on a besoin d'autres voix dans le débat. Dans la salle du jury, ils étaient 6. 3 pour elle. 2 hésitants. Et Lila, la présidente, la voix prépondérante. L'une des hésitantes, une sociologue, avait été émue par le livre de Clara. Elle hésitait encore. Mais après ce geste, elle ne put s'empêcher de murmurer. Ce n'est pas juste un malaise, c'est une faute morale. Elle a humilié quelqu'un sans même chercher à comprendre. Lila ne dit rien. Elle ne demanda aucune sanction. Aucun rejet violent. Elle ne leva pas la voix. Elle dit simplement, d'un ton calme, ce prix récompense une œuvre, mais aussi une capacité à incarner des valeurs. La grandeur ne se mesure pas seulement à ce qu'on écrit. Elle se voit dans les détails. Dans ce qu'on fait quand personne ne regarde. La décision fut votée. Sans drame. Sans cri. Mais sans appel. Et quand le nom de la lauréate fut annoncé, une jeune écrivaine franco-libanaise, peu connue mais brillante, Clara resta figée. Ce n'était pas elle.
Ce n'était pas possible. Elle sourit, mécaniquement, mais l'intérieur s'effondrait. Elle entendait les applaudissements, mais ce n'était plus pour elle. Ce soir-là, elle ne perdit pas juste un prix. Elle perdit l'illusion de sa propre pureté. Et tandis qu'elle quittait la salle, le dos droit mais les mains moites, elle croisa à nouveau le regard de Lila Azaïr. Cette dernière la salua poliment. Sans mépris. Sans vengeance. Juste avec cette clarté dans les yeux, qui disait tout, vous avez choisi de ne pas me voir. Et pourtant, c'est moi qui ai décidé de votre sort. Clara descendit les marches du théâtre comme on descend d'un rêve trop haut. Dans sa boîte mail, le lendemain, des invitations furent annulées. Une conférence reportée. Un plateau radio supprimé. Le silence commençait à l'envelopper. Lentement. Inexorablement. Le prix qu'elle avait tant convoité s'éloignait, mais plus encore, c'était le récit d'elle-même qui s'effritait. Elle ne pouvait plus se raconter comme la femme libre et éclairée. Elle était devenue le symbole inverse. Malgré elle. À cause d'elle. Et personne ne viendrait la sauver. Clara était rentrée chez elle sans dire un mot. Son appartement du 11e arrondissement, trop lumineux pour la nuit qu'elle portait désormais, lui semblait étranger. Chaque meuble, chaque livre sur les étagères, chaque citation encadrée sur les murs de Beauvoir, de Duras, de Badinter paraissait la juger. Elle alluma une lampe, retira ses talons, se servit un verre de vin rouge, mais n'y toucha pas. Son téléphone vibrait, puis vibra encore, jusqu'à devenir insupportable. Elle l'attrapa, vit les notifications s'empiler. Mentions, messages privés, appels en absence. Des collègues, des amis, des anonymes. Une vidéo en particulier, filmée depuis la salle, la montrait refusant de serrer cette main tendue. C'était net. On voyait tout, le voile, le geste de recul, l'indifférence hautaine dans ses yeux. Le titre accompagnant la vidéo était assassin. Clara Méron refuse de serrer la main d'une intellectuelle voilée, le vrai visage de la tolérance bourgeoise. La vidéo avait déjà été vue 140 000 fois. En moins de 3 heures. Elle voulut répondre. Se justifier. Expliquer. Ce n'était pas personnel, pensait-elle. Ce n'était pas un rejet de la personne. C'était un rejet de ce que représente le voile. Elle avait des principes. Elle avait écrit tout un chapitre là-dessus. Mais en lisant les commentaires, elle comprit que cette distinction n'intéressait plus personne. Les mots étaient devenus vides face aux images. Son silence, son regard, son retrait, voilà ce que les gens avaient vu. Et ils avaient raison de voir ça. Parce que c'était la vérité. Son geste n'avait pas été réfléchi. Il avait été pur instinct. Pur mépris. Ce n'était pas intellectuel. C'était viscéral. C'était ça qui lui faisait le plus peur. Que ce qu'elle croyait être un engagement rationnel n'ait été, au fond, qu'un préjugé camouflé dans de jolis mots. Pendant 2 jours, elle ne sortit pas. Elle refusa les appels de ses proches, n'ouvrit pas les mailles de son agent littéraire. Quand elle alluma enfin la télévision, elle tomba sur un débat à son sujet. Une table ronde, 4 intervenants. Le sujet ? Peut-on parler de féminisme tout en refusant la main d'une femme voilée ? L'un d'eux, un philosophe qu'elle connaissait, la défendit mollement. Les autres la réduisirent en pièces. Elle vit son nom être utilisé comme un exemple à ne pas suivre. Elle, qui croyait être un modèle, devenait un repoussoir. Le plus terrible, ce fut quand elle reçut une lettre manuscrite. Un courrier, glissé sous sa porte. Pas de nom, pas de signature. Juste une écriture élégante, fine, posée. Il y avait 3 phrases. Vous m'avez refusé la main. Mais c'est vous qui avez perdu pied. J'espère qu'un jour, vous comprendrez. Elle sut immédiatement de qui cela venait. Pas de haine. Pas de menace. Juste une constatation. Une vérité nue. Elle l'a relue une dizaine de fois. Et soudain, elle s'effondra. Pour la première fois, elle pleura. Longtemps. Pas de rage. Pas de honte. Juste cette tristesse immense d'avoir été aveugle au moment décisif. Tout ce qu'elle croyait contrôler lui échappait. Elle était devenue une caricature. Une icône inversée. Les semaines suivantes furent un lent naufrage. Une maison d'édition repoussa la sortie de son prochain livre. Une université annula sa conférence. Des militantes qu'elle croyait proches publièrent des tribunes sans désolidarisant. Elle tenta de répondre, de reprendre la parole. Mais chaque phrase qu'elle écrivait sonnait faux. Chaque justification paraissait une fuite. Elle comprit qu'on ne répare pas ce genre d'erreur avec des mots. Que parfois, un seul geste pèse plus lourd que 1000 pages. Le monde médiatique, qui l'avait encensée, la laissa tomber avec la même facilité. Et elle, qui avait tant aimé la lumière, dut apprendre à vivre dans l'ombre. C'est là, dans cette obscurité nouvelle, qu'elle commença à douter de tout. De son engagement. De sa sincérité. De sa capacité à penser au-delà d'elle-même.
Elle relut des textes qu'elle croyait maîtriser. Elle relut Fanon, Bellux, Fatima Mernissi. Elle découvrit qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Elle avait lu pour confirmer, jamais pour apprendre. Elle avait parlé pour briller, jamais pour écouter. Ce fut long, humiliant. Mais peu à peu, un autre silence s'installa. Moins bruyant, moins violent. Un silence de réapprentissage. Clara disparut des écrans. Pendant 1 an. Puis 2. Elle devint cette silhouette qu'on évoque à demi-voix dans les cercles parisiens. Tu te souviens de Clara Méron? Ah oui, la polémique de la main. Elle ne répondit plus aux invitations. Elle voyagea. Se rendit à Istanbul, puis à Beyrouth. Elle écouta. Elle observa. Elle comprit. Et un jour, dans une petite bibliothèque associative d'Aubervilliers, elle assista à une conférence donnée par Lila Azaïr. Assise au fond de la salle, elle ne dit rien. Elle écouta cette voix qu'elle avait refusée. Une voix calme, précise, profonde. À la fin, quand le public applaudit, elle ne se leva pas. Mais elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps, un vrai sourire. Un sourire douloureux. Un sourire qui disait « Je suis encore en train d'apprendre ». Et parfois, cela suffit.